Imaginez, si vous voulez, que vous avez une tonne d'argent. On ne parle même pas seulement de millions, on parle de milliards. Vous avez des milliards de dollars. Alors que faites-vous? Vous vous dites, d'accord, je vais construire une immense maison, je vais construire un manoir. D'accord? Vous savez, vous allez dépenser votre argent. Donc vous donnez l'argent à un tas d'entrepreneurs, vous voyez, et vous dites, d'accord, voici les plans, voici tout ce qu'il faut, voici les matériaux, construisez-la. Les semaines passent, les mois passent, les années passent. Seulement environ 10% de la maison est construite. Ensuite, vous leur demandez ce qui se passe. Il ne reste plus personne. Tout l'argent a disparu. Ce schéma se retrouve partout dans le monde. Ce sont ce qu'on appelle des éléphants blancs ou des projets extrêmement coûteux qui ont soit échoué, soit connu des scandales de détournement de fonds et qui n'ont jamais vraiment abouti. Ça n'a tout simplement jamais marché. Parlons-en dans un Geogratalk. Salut à tous, je suis Barbs. Oh là là, Miss Molly, que voyons-nous? Je tiens de nouveaux produits dérivés disponibles sur geographino.com. De quoi s'agit-il? Oh, c'est l'heure d'apprendre la géographie maintenant. Un petit côté psychédélique. Et on a aussi ça, c'est l'heure d'une pause triple expresso. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une expression culte de l'émission. Vous pouvez trouver ce nouveau produit dérivé et plein d'autres nouveautés sur geographino.com. Allez jeter un œil. On a des sacs à cordon, des sweats à capuche, tout ce qu'il faut. Prenez votre merch, faites-en ce que vous voulez. Comme je le dis, ce n'est pas vendre son âme si c'est ta marque. Cela fait environ 1 mois que je n'ai pas publié de grandes vidéos ici. J'ai pris une pause à cause de mon déménagement et d'autres obligations. Maintenant, je suis bien installé et tout va bien. La vie est plus stable. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je suis allé en Guinée équatoriale et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Cet endroit est l'un des plus fascinants que j'ai visités. Tout d'abord, c'est le seul pays d'Afrique où l'on parle espagnol. Mais surtout, la façon dont ils s'organisent en dit long sur leurs dirigeants. Ils ont le même dirigeant, Obiang Nguema, depuis plus de 40 ans. Je ne sais même pas quand il est arrivé au pouvoir, mais son visage est partout, même sur des t-shirts. Mais ce qui est étrange avec ce pays, c'est qu'il est composé d'une région insulaire et d'une partie continentale sur le continent africain. Mais la capitale se trouve en fait sur la plus grande île, Malabo, qui est sur l'île de Bioko. Donc toute la législation est en grande partie centrée sur cette île, qui est détachée et un peu déconnectée des zones continentales, là où vit la majorité de la population. Donc en un sens, toute cette dynamique de capitale insulaire a toujours été, je ne veux pas dire problématique, mais en quelque sorte un sujet de préoccupation notable pour le pays. Parce que le pouvoir législatif ne devrait-il pas plutôt être centralisé autour de la zone où vit la majorité de la population? C'est donc ce que le président a décidé de faire. Le président Nguema a décidé qu'il construirait une toute nouvelle capitale en plein cœur de la forêt tropicale du Congo, entièrement dans la zone continentale intérieure de la Guinée équatoriale. La ville s'appelle Ciudad La Paz, soit la ville de la paix. C'est étrange car on ne peut y accéder qu'en avion via la ville côtière de Bata. Et ensuite, il faut conduire jusqu'à la ville. Et ils ont construit un aéroport à environ 20 km de la ville, mais seuls les fonctionnaires du gouvernement peuvent atterrir à cet aéroport. Pas les gens ordinaires. Ce n'est pas encore un aéroport commercial. Ils essaient d'y travailler. Mais bref, donc il faut prendre l'avion jusqu'à Bata et ensuite faire toute la route à l'intérieur des terres jusqu'à Ciudad La Paz. Il y a de magnifiques bâtiments ornés, même des immeubles et des logements, et tout ça, il y a plein de choses. J'ai séjourné à l'hôtel à Ciudad La Paz. Et quand tu arrives à cet endroit, tu remarques quelque chose de très intéressant. L'endroit entier est en quelque sorte presque totalement vide. Bon, d'accord, le gouvernement prévoit, tu sais, de finir par y installer des gens et de peupler les lieux. Mais pour l'instant, ça reste juste là comme une ville fantôme vide. Maintenant, je ne dis pas que Ciudad La Paz est un éléphant blanc, mais c'est un peu comme un projet personnel du président. Mais il semble que la croissance n'est pas aussi rapide qu'il l'avait imaginé. Plusieurs raisons expliquent la présence de ces éléphants blancs dans diverses régions du monde. Parfois, par exemple, c'est tout simplement un projet personnel du dirigeant de ce pays ou de cette région. Par exemple, si ce type a toute l'autorité et s'il dit de le construire, alors ce sera construit. Peu importe la demande de la population ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste comme ça sera construit. Parfois, des incitations gouvernementales locales existent, notamment dans les villes dépendant des ventes de terrains et du développement, ou en raison d'une culture immobilière spéculative. Le logement est souvent considéré comme un investissement plutôt qu'un lieu de vie. Ils construisent beaucoup car les gens privilégient le retour sur investissement plutôt que d'habiter ou d'utiliser la propriété. Souvent, on construit ces choses par planification descendante, les projets étant réalisés avant que la demande n'existe vraiment,
Comme on dit, construisez-le et ils viendront. Parfois, ces projets échouent lamentablement pour diverses raisons. Par exemple, parfois il y a un calendrier de rentabilité peu clair, ou bien il y a une complexité d'ingénierie massive et imprévue qui entre en jeu dans ces bâtiments. Et parfois, ils contournent simplement les réglementations. Puis un inspecteur arrive, il regarde et dit « Oh non !» et ensuite ça coûte plus cher, et blablabla. Parfois, il y a des fonds détournés qui entrent en jeu, ce qui mène à des scandales ou à des budgets sous-évalués avec peu de supervision. Parfois, les investisseurs se retirent et disent « Non, je n'y crois plus ». Alors ils reprennent tout leur argent et il n'y a plus de fonds, donc ils ne peuvent pas construire. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces choses arrivent. Et dans cette vidéo, j'aimerais passer en revue certains des plus grands éléphants blancs à travers le monde. Puisque je vous ai parlé de la Guinée équatoriale, pourquoi ne pas évoquer quelques éléphants blancs en Afrique? Premièrement, parlons d'Akon City au Sénégal. Vous vous souvenez de l'artiste Akon? Oui, il y a eu un moment où il voulait construire une ville ultra futuriste au milieu du Sénégal, qui aurait sa propre crypto-monnaie et qui devait fonctionner blablabla. Prévue comme une ville intelligente à 6 milliards de dollars, sa construction n'a quasiment pas débuté. Les raisons sont que le projet était trop ambitieux, avec un financement incertain et une dépendance à une crypto-monnaie spéculative que les gens ne savaient même pas s'ils pouvaient lui faire confiance. Ensuite, la cité de Fluve, République démocratique du Congo. Cela devait être un quartier moderne et haut de gamme de la grande région métropolitaine de Kinshasa, sur le fleuve Congo. Malheureusement, cela visait principalement les élites riches et les investisseurs étrangers, ce qui représentait un très petit nombre d'acheteurs ou de résidents potentiels. Une grande partie est restée invendue et inutilisée. Franchement, construire dans la forêt tropicale, c'est déjà assez difficile comme ça, mais alors ouf, surtout quand c'est au bord d'un fleuve qui peut déborder à tout moment pendant la saison des pluies. Bref, passons à la suite. Maintenant, allons en Asie. L'Asie en compte pas mal. D'abord, allons dans le pays du Myanmar. La nouvelle capitale, Naypyidaw. Donc, c'est en gros la version d'Asie du Sud-Est de ce qu'on vient de dire sur Ciudad La Paz. En 2006, le pays du Myanmar, ou Birmanie, a décidé de déplacer sa capitale vers un endroit plus centralisé, au milieu du pays. Le coût exact est inconnu, mais estimé entre 5 et 7 milliards. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, connue pour son autoroute à 20 voies, presque toujours vide. Le prochain, c'est l'hôtel Ryugyong en Corée du Nord. Il a été essentiellement commandé par la famille Kim et terminé plus tard sous Kim Jong-un. Ce bâtiment inquiétant qui domine le paysage urbain de Pyongyang, en Corée du Nord, était censé être leur hôtel le plus emblématique, avec un casino et une boîte de nuit. Bien que présent depuis des décennies, il n'a jamais reçu de clients étrangers. Le coût est estimé entre 700 millions et 2 milliards. Comme je l'ai dit, parfois il suffit qu'un seul homme dise de le construire et cela se fait. Ensuite, nous allons aux Émirats Arabes Unis, et c'est probablement le plus grand fiasco financier auquel ils aient jamais été confrontés. Les îles du monde. Le projet est estimé à environ 14 milliards. Et sur les quelques 300 îles seulement, 3% à 10% d'entre elles sont réellement habitées et développées. Ouais, je veux dire, quand on y pense, ça semblait un peu trop ambitieux parce que c'est comme « Hey, on a fait la Palme Jumeirah, allons encore plus loin ». Ensuite, la réalité revient et tu te dis qu'on est peut-être allé trop loin. Enfin, nous allons en Chine et nous trouvons les deux plus grandes villes fantômes, le district d'Ordos-Kangbashi en Mongolie intérieure et le district financier d'Ujiapu. En zoomant sur le district de Kangbashi à Ordos, Mongolie intérieure, on voit une zone prévue pour plus d'1 million d'habitants, alimentée par l'industrie du charbon. La population a un peu augmenté ces dernières années, mais dans une grande partie du quartier, beaucoup de bâtiments, appartements, bureaux et places sont soit vides, soit occupés par très peu de résidents. Sur ce point, si tu zoomes sur Tianjin, il y a le quartier financier de Ujiapu situé juste sur la rive du fleuve. C'était censé être un centre financier mondial, un peu comme Manhattan à New York avec ses gratte-ciel. De nombreux bâtiments étaient dessus occupés et le développement a été fortement freiné, principalement à cause d'une surestimation de la demande de services financiers hors des grands centres comme Shanghai. Construire une toute nouvelle ville à partir de rien et ensuite essayer de faire venir les gens là-bas. Je ne sais pas mec, c'est compliqué. Passons maintenant à l'Europe. Et le premier, l'Espagne avec l'aéroport central de Ciudad Real. L'un des plus grands fiascos de l'histoire de l'Espagne. C'est sans doute le plus grand fiasco de l'ingénierie espagnole. L'aéroport était censé desservir la grande région métropolitaine de Madrid, même s'il se trouve à plus de 220 km de là. Il a coûté des milliards de dollars, les prévisions de passagers étaient largement surestimées, et au final, il a fait faillite et a fermé pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que quelqu'un le rachète enfin en 2019 et le transforme en centre de fret. Mec, l'Espagne, c'est juste, je veux dire, d'abord, tout le pays est composé de communautés autonomes. Donc, chaque région ignore déjà plus ou moins les autres, et elles font toutes un peu leur propre truc. Mais en plus de ça, si tu essaies d'impliquer le pouvoir centralisé dans l'aviation,
Ça rend les choses encore plus compliquées. Je ne prétends pas être expert en politique espagnole, mais je partage ce que j'ai remarqué. Bref, bonne chance à l'Espagne. Ensuite, l'Allemagne avec l'aéroport de Brandebourg. Mec, je déteste tellement cet aéroport. Je me souviens du passage à la sécurité. Le tapis roulant pour la machine à rayon X a pris 1 heure et demie car il ne laissait d'une passer qu'une personne à la fois. La file d'attente était interminable. J'ai vraiment détesté cet aéroport et je ne veux plus y retourner. Bref, il a ouvert en 2020 après un retard de 9 ans par rapport à la date d'ouverture prévue en 2011. Son coût a presque triplé, passant de 2,5 milliards à 7 milliards. Il y avait des problèmes de câblage, les systèmes de sécurité incendie ne fonctionnaient pas. Les escalators et les portes étaient défectueux. Ouvert 10 ans plus tard, l'aéroport était déjà obsolète, puis la pandémie est arrivée. Aujourd'hui, l'aéroport est toujours en service, mais le processus pour en arriver là a été un désastre. Et enfin, nous allons au Royaume-Uni avec le HS2. Le HS2 censé relier Londres à Birmingham devait coûter 32 milliards, mais a dépassé 100 milliards. Sa construction a pris du retard et la ligne vers Manchester a été annulée. Ce fut un désastre et c'est toujours inachevé. Voilà. Et sur ce, passons à l'Amérique du Sud. En Venezuela, ils ont la Torre David. La Torre David, surnommée le plus haut bidonville du monde, était prévue comme gratte-ciel dans le quartier financier de Caracas, au Venezuela, jusqu'à ce que la crise financière et la récession mondiale frappent et que le bâtiment à moitié construit soit abandonné. Les gens ont commencé à s'y installer et à l'occuper. Depuis 2014, tous les résidents ont été évacués en raison de préoccupations de sécurité. Cependant, oui, tout le projet a été abandonné. C'est fou comment ça arrive, tu sais. Maintenant, nous allons au Brésil et ils en ont pas mal. Par exemple, il y avait l'Arena da Amazônia. Ensuite, ils ont tenté de lancer un projet de TGV Rio-Sao Paulo. Je me souviens qu'en Colombie, il y avait un scandale sur le besoin d'un métro. Mais comme on me l'a raconté, le maire a décidé de privilégier les compagnies de bus à la place. Donc, au lieu de construire un métro, ils ont simplement créé des voies réservées aux bus au milieu de la circulation, ce qui a juste ralenti encore plus le trafic. Aujourd'hui encore, c'est quoi déjà? Je crois que la ville de Medellín, même Medellín, a un métro, mais Bogota, la capitale, n'en a pas. Donc ils utilisent toujours ça comme argument pour taquiner et se moquer de la capitale, Bogota. Je ne sais pas. Bref, tout le monde se moque de Bogota. Passons maintenant aux Caraïbes, où dans de nombreuses îles, la citoyenneté par investissement est un sujet très controversé. Si tu es riche, tu peux acheter ta citoyenneté dans certains pays insulaires des Caraïbes. Beaucoup de gens ont un avis à ce sujet. Et très souvent, ce que ces riches vont faire, c'est qu'ils vont lancer un projet comme « Hey, je vais investir dans la construction d'un nouvel hôtel sur votre île. Voilà, voici l'argent. » Et puis, à mi-chemin de la construction, ils abandonnent simplement le projet. Donc maintenant, partout dans les Caraïbes, tu as ces projets à moitié construits qui appartiennent toujours à ces riches, d'ailleurs. Ils ne les terminaient jamais car leur seul but était d'obtenir la citoyenneté, alors ils faisaient semblant et construisaient à moitié un hôtel ou autre. C'est triste car le gouvernement le permet. C'est le drame des Caraïbes pour beaucoup de pays insulaires. C'est un peu triste. Bref, et enfin, passons à mon pays, les États-Unis. Nous avons aussi pas mal d'éléphants blancs. Tout d'abord, il y avait le dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain. Un projet de 13 milliards de dollars vise à construire un dépôt de déchets nucléaires dans le désert du Nevada. Suite à de nombreux bouleversements politiques et à une forte opposition, le projet a été arrêté. Et enfin, l'un des plus grands et des plus célèbres éléphants blancs des États-Unis, le très attendu mais jamais réalisé train à grande vitesse de Californie. Ce projet devait être la fierté de la Californie, reliant Los Angeles à San Francisco. Approuvé en 2008, son coût initial était estimé à 33 milliards de dollars d'argent public. Malheureusement, des éléments comme l'acquisition de terrain, les permis, le manque de financement stable basé sur des obligations d'État et fédérales, ainsi que la mauvaise gestion financière de la part des responsables, ont été quelques-uns des principaux facteurs qui ont ralenti ou retardé l'avancement de ce projet, qui a près de 20 ans et qui n'est encore construit qu'à environ un tiers. Voilà donc. Voici certains des plus grands éléphants blancs du monde. Je n'ai pas tout cité, il y en a trop. Les gens gaspillent de l'argent partout. D'après vous, lesquels ai-je oublié? Et quels sont vos éléphants blancs préférés, je suppose? Et en avez-vous déjà visité? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à partager vos histoires ou vos idées, d'accord? En attendant, ça fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien, restez cool, restez connectés.